Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance du séminaire Discours.net Paris. Je suis heureuse de vous accueillir avec Christine Barat, avec Johannes Anger-Müller et avec Marc Glady. Nous sommes 21 participants maintenant. Merci à tous d'être là. Nous avons donc ces séminaires mensuels. C'est une belle occasion de nous rencontrer en ligne en espérant qu'on puisse aussi faire de temps en temps des points, des séminaires ou des conférences en présentiel. D'ailleurs, peut-être qu'on en aura une à la fin de cette année académique. Eh bien, pour la séance d'aujourd'hui, nous accueillons trois chercheurs qui viennent de deux universités mais qui ont travaillé ensemble sur les discours de haine en ligne. Et dans l'ordre qui est celui officiel de l'affiche de la séance, nous accueillons Angélique Monnier de l'Université de Lorraine, qui est professeure des universités en 71e section du CNU et donc membre du laboratoire CREM. Nous avons, alors je pense que dans l'ordre ensuite, c'est Axel, si je ne me trompe pas, mais je vais présenter Annabelle. C'est toujours un casse-tête. Là, c'est l'ordre de passage, on va dire. Pour nous, c'est Annabelle qui... Mais entre nous, on change souvent l'ordre. J'ai Enfin, vu, il n'y a j'ai pas vu, de... c'est très perturbant, mais donc voilà, Ouais. Annabelle Sewan, merci beaucoup d'être là, Annabelle, maître de conférence en sciences du langage, pareil au laboratoire CREM, et Axel Boursier, qui est mon collègue à l'université CY Cergy Paris Université, maître de conférence en 71e section en sciences de l'information et de la communication. Je sais que vous avez tous travaillé ensemble à partir de 2018 sur les discours de haine en ligne. Vous avez tous dirigé un ouvrage aux éditions Palgrave sur ce sujet. Et ensuite, Angélique et Annabelle, vous avez dirigé un numéro de la revue Mots sur le même sujet. Je sais que vous allez nous parler de tout cela. Donc, sans plus tarder, je vous passe la parole. Vous avez, vous savez, une toute petite heure. On aime beaucoup laisser le temps à la discussion après votre présentation. Et donc, nous allons tous éteindre nos micros et vous écoutez très attentivement. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci notamment à Axel aussi qui a été l'intermédiaire, enfin le médiateur, on va dire, qui nous a permis de présenter notre travail aujourd'hui. En effet, entre nous, c'est en effet un casse-tête, deux fois par ordre alphabétique ou pas. Là, en l'occurrence, l'ordre, c'est l'ordre de la prise de parole. Donc, je vais commencer moi-même. Après, il y aura Annabelle et Axel, last but not least, finira donc et fera la conclusion de tous ces travaux. Donc, nous allons parler des discours de haine en ligne contre les migrants. Notamment à travers les travaux menés en parallèle au sein de deux projets de recherche, une ANR franco-allemande qui a été le démarrage où on s'est rencontrés, on a constitué notre groupe. Et puis un second projet qui a été financé à l'Université de Lorraine dans le cadre du lycée Tolki. C'était Axel notamment qui a eu son postdoctorat dans le cadre de ces dispositifs, mais sur la même thématique. Comme vous avez très bien dit, nous avons commencé ce travail dès 2018. Il y a eu de nombreuses extractions, observations en ligne, enfin différents datasets, corpus, corpora, si vous voulez, qui naissance, un grand corpus de plus de 10 000 commentaires que nous avons traités en parallèle avec les collègues allemands et les informaticiens aussi de l'Université de Lorraine, du laboratoire Lauria, qui ont aussi participé à ces projets. Donc, il y a eu plusieurs publications, en effet, dont celle que nous avons mis ici, et vous avez mentionné les deux. Euh, voilà, donc je ne vais pas m'arrêter davantage sur ces publications
pour nous, ce qui était, important, c'était aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu les points principaux de notre travail, notamment les grandes lignes, parce que le sujet, il est tellement, enfin énorme, pluriel, et on peut l'aborder de différentes manières et on va s'arrêter sur, les principaux, on va dire axes qui ont constituait, ponctuait notre manière de travailler. Je vais d'abord commencer par une mise en contexte et quelques éléments épistémologiques et méthodologiques. Je vais aller assez vite. Après, on va s'arrêter un peu sur l'univers actentiel qui était une approche assez importante, notamment dans le cadre de l'ANR franco-allemande. Annabelle va vous approfondir un peu sur les mécanismes linguistiques parce que Annabelle, donc, enfin, elle vient des sciences du langage et moi avec Axel, on est plutôt en infocom. Axel, donc, il va continuer par une ouverture vers la thématique de la politisation du discours de haine et il finira aussi cette présentation d'aujourd'hui. Donc, même si c'est maintenant un sujet assez courant, j'ai envie de dire, je reviens très, très rapidement quand même sur ce qu'on appelle les discours de haine ou le hate speech dans son versant anglo-saxon qu'on utilise aussi beaucoup. Donc, c'est un sujet qui a attiré beaucoup d'intérêt depuis les années 1980. L'expression est utilisée dans de nombreuses études d'institutions ou d'associations européennes, extra-européennes, qui visent à sensibiliser les publics contre l'expansion des discours haineux, notamment sur Internet et les médias sociaux numériques. Il a fait aussi l'objet d'un nombre croissant des travaux de recherche. Pour certains, cela peut être appréhendé dans le cadre de ce qu'on appelle le tournant affectif des années 1990. Cette expression tournant affectif fait référence à un ensemble de recherches au sein des sciences humaines et sociales qui s'intéressent à la manière dont l'affect façonne les expériences et conduit les pratiques. On examine par exemple les affordances affectives des plateformes, les designs et les fonctionnalités. Il y a des travaux très connus sur Twitter par exemple, comment les phrases courtes, l'usage des hashtags, des likes, etc. Euh, produisent à leur tour des publics affectifs, c'est-à-dire des ensembles d'individus disparates, mais liés par l'affect, aussi bien entre eux qu'avec le monde extérieur. Donc, bien évidemment, ces dimensions affectives font partie structurante de la nature humaine. Ce ne sont pas les techniques qui l'ont inventé. Les médias dits de masse, la publicité, la communication politique, en sciences de la formation et de communication, on travaille beaucoup sur ces aspects depuis longtemps. Néanmoins, il est courant enfin, de souligner que la dimension affective se trouve aujourd'hui amplifiée par la portée du numérique, épaissie par l'anonymat, hein, pas que c'est pas, enfin, on pourra en discuter après, ça ne veut pas dire que c'est uniquement sous couvert d'anonymat qu'on peut produire des discours haineux en ligne. Et donc, de nos jours, exprimer ces états d'âme en ligne constitue un acte presque, je dirais, banal et voire même recherché parfois, notamment par les plateformes qui en tirent profit pour capter l'attention du public. Et donc, plusieurs travaux aussi s'intéressent aux motivations qui sous-tendent un peu cette désinhibition, on va dire, des individus, entre divertissement, recherche de visibilité, émancipation, les rôles du dispositif, comme je disais tout à l'heure, l'anonymat, et bien sûr un intérêt particulier est porté vers les appropriations politiques de ces agissements, qui constitue un sujet qui nous a préoccupé aussi beaucoup, hein, notamment c'est Axel, comme je disais, qui va développer ce dernier point. Donc, pour nous, le premier défi quand on a commencé ce travail, c'était de se mettre d'accord sur ce que c'est les discours de haine. Le, la,
définition qu'on trouve souvent dans les documents des associations ou des instances, européennes et autres et la définition du Conseil, de l'Europe, que j'ai mis ici, qui a pour moi un aspect un peu tautologique parce qu'il dit: «Le discours de haine, toute forme d'expression, et cetera, qui répand ou justifie la haine raciale, la xénophobie et cetera». Donc toute forme de haine basée sur l'intolérance. Donc finalement, la haine, c'est le discours de haine, c'est, le discours qui, promeut la haine. Donc finalement, ça nous avance pas, tant que ça, j'ai l'impression. Il y a, plusieurs, recherches, hein, sur, la question, qui viennent des différentes disciplines, de l'informatique aussi, hein, beaucoup. Mais souvent on est sur, de, classifications un peu binaires. Heu, un commentaire peut être annoté haineux ou pas haineux, hate ou non hate. On l'a vu nous quand on travaillait avec les informaticiens qui nous ont demandé d'emblée une liste des discours haineux, comme si c'était quelque chose de qui allait de soi, qu'on allait produire, cette, liste. Après, enfin évidemment en sciences humaines et sociales, il y a, plusieurs, travaux qui essayent d'aller au-delà de ces, approches un peu simplistes et on s'est mis d'accord de ne pas commencer à citer des collègues, qui, en linguistique, ou aussi en information communication ont, travaillé sur ces aspects-là parce qu'après, la liste peut être aussi un peu longue. On cite juste un groupe, collectif, le groupe DREN que peut-être certains, connaissent, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est violence, verbale. Donc ils ont aussi, consacré plusieurs travaux, sur les discours de haine avec, des approches un peu plus, qualitatives, on va dire, et qui se rapprochent un peu, à ce que nous essayons de faire, dans dans nos travaux. Donc, pour nous, le, la prémisse, enfin la base de notre travail venait d'une approche de la haine en tant qu'émotion. Émotion donc produit d'une pensée, donc heu, d'un récit, hein, parce que les émotions euh, souvent, hein, sont présentées comme le résultat d'une forme d'appréciation, qui est au préalable, et donc ayant une cible et un objet. Donc, c'était sur la base de ces triptyques, que nous avons, basé notre travail et ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer de capter justement cette pensée à travers les traces langagières qu'elle va, laisser, donc les récits et j'insiste un peu parce que c'était notre première approche. Sachant que bien sûr, on peut envisager l'émotion sous ses formes, des symptômes physiologiques et cetera, mais c'est pas du tout, dans le cadre de sciences humaines et sociales, de manière courante d'aborder, le sujet de cette manière. Donc, c'est alors le récit qui nous a intéressés dans un premier temps et donc, nous avons essayé de reconstruire ce qu'on a appelé l'univers actantiel, de la haine, heu, sachant que, en faisant nos observations en ligne, l'étude des commentaires extraits, dans les sections de médias et aussi dans les réseaux sociaux numériques, on a constaté que, hem, ce qu'on appelle le discours de haine est finalement un univers discursif qui est assez large, où il y a plusieurs acteurs, qui interviennent. Et c'est pas uniquement, les migrants comme c'était ici enfin, l'objet du discours de haine, mais ce sont aussi des acteurs politiques, médiatiques, économiques, la société civile, des entités abstraites comme la démocratie, par exemple, la France et cetera, qui sont des actants, hein, donc si on peut utiliser le terme, qu'on trouve souvent dans ces discussions. On a mis des exemples en rouge, mais comme je disais moi à un collègue, je j'aime pas trop lire ces exemples et je ne veux pas vous les lire, hein, parce que je trouve qu'on met davantage ces propos qui sont déjà
des fois un peu dur à lire, on le met davantage, sous l'effet des projecteurs. Donc on les laisse, pour illustrer peut-être un peu le propos plus généraux qu'on tient, mais voilà, moi je à un moment, comme je disais aussi à mon collègue, je suis gênée, je ne veux plus, lire ces propos, ça, il y a quelque chose qui me gêne. Donc voilà, les acteurs donc du discours de haine, ce ne sont pas que les migrants. D'ailleurs, on verra à la fin que les migrants interviennent très peu ou pas du tout, hein, on ne les voit pas participer et donc c'est souvent, ce qu'on appelle les discours de haine contre les migrants, c'est des discours de haine à propos des migrants, enfin j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment l'objet, de référent, mais ils participent pas, ils n'interviennent pas, dans ces discussions. Donc ces acteurs, donc qui sont multiples, sont évalués négativement ou positivement. C'est-à-dire évidemment, il y a beaucoup d'évaluations négatives contre, enfin les différents acteurs et chaque fois on verra les arguments ne sont pas les mêmes. Mais paradoxalement, on peut avoir aussi des évaluations positives, qui porteraient par exemple sur certains acteurs politiques, qui, sont par exemple félicités pour leur position, sur la gestion des migrations, ou parfois des évaluations positives entre co-discutants, qui certains viennent par exemple féliciter ceux qui ont émis un avis précédemment, dans les fils des discussions. Donc on voit aussi, qu'il y a une question d'identité du groupe, qui est important dans ce type, de discussions en ligne. Les acteurs le plus fréquemment évalués sont les acteurs du monde politique évalués de façon négative, notamment pour la manière dont ils gèrent la question des migrations. Et plusieurs évaluations politiques, comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnalités notamment politiques, de personnalités étrangères aussi, et de co-discutants, enfin de groupes qui participent aux discussions de manière anonyme ou pas, hein, d'ailleurs, hein, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a plusieurs participants qui assument sans problème leur identité, ils ne se cachent pas derrière un anonyme. Donc, les raisons des évaluations négatives ou positives, pour les migrants, on retrouve très souvent les arguments, enfin des considérations économiques, l'incompatibilité culturelle, un comportement criminel, de maladie, d'invention. Hem, heu, on est un peu, notre recherche a touché un peu la période du Covid, on va parler à la fin aussi, donc il y a certains éléments qui sont aussi à comprendre dans le cadre de ces contextes, mais évidemment la question de l'invention, je pense que c'est un récit qui est assez courant. Les acteurs politico-économiques sont évalués soit négativement pour leur manque de courage, leur inefficacité, hypocrisie, naïveté, etc. Ou au contraire, quand c'est positif, pour leur efficacité, leur volonté de traiter les choses, leur sagacité, etc. Un élément très important, c'est les mises en parallèle avec des moments emblématiques de l'histoire de France. Il y a beaucoup de clins d'œil, on va dire, à l'histoire de la France et notamment avec la mise en évidence de quelques parallélismes, quelques figures emblématiques aussi. Et Axel, notamment, pourra en parler un peu plus de ces aspects-là. Mais au-delà des évaluations, il y a aussi une autre composante qui est importante, l'incitation à l'action. Alors les incitations à l'action, c'est que pour, certains autres chercheurs qui travaillent sur les mêmes sujets, constituent la vraie agression, parce que jusqu'à maintenant, pour certains, on est dans ce qu'on appelle l'offensivité ou offense, je ne sais pas si en français on peut le dire.
Et donc l'incitation à l'action, ça relève d'une agression, d'un niveau d'agression enfin, plus élevé, où là, on va inciter justement à enduire, chercher un changement de pratique, de politique. On va essayer de faire appel au réveil du peuple français, par exemple. Donc, il s'agit aussi dans cette catégorie d'appel à l'expulsion, à l'élimination, même si c'est un tout petit peu plus rare dans notre corpus, contrairement au corpus, pardon, notamment au corpus allemand. Comme on vous dira aussi plus tard, hein, il s'est avéré que le corpus français, il était un peu plus violent, on va dire, sur ces aspects-là, pour différentes raisons qu'on pourrait en discuter. Hein. Et évidemment, on n'a pas évoqué la question de modération, hein, qui est aussi à prendre en considération, mais je dis juste en parenthèse ici, que pour nous, la question de la modération était la boîte noire, hein, parce qu'on a contacté aussi même les entreprises il y a deux, trois sociétés en France qui font de la modération pour les médias, mais ce sont des données qui sont maintenant très, très protégées et c'est très, très difficile d'avoir accès justement sur jusqu'où et quelle est la forme de modération qui est opérée par ces entreprises. Donc ça, c'est inévitablement quelque chose qui nous échappe aussi un peu. Alors, pour continuer, dans ce que je disais, les récits, hein, on voit que de façon métonymique, on observe plusieurs mises en opposition qui s'opèrent dans ces discours, dans les propos des discutants, l'élite contre le peuple, la mondialisation contre les États, la droite contre la gauche, les citoyens désavantagés, euh, genre SDF, etc., contre les migrants, le français et allemand contre les migrants, enfin, peut-être je ne veux pas tout lire, les Européens, les Occidentaux contre autres, les bons migrants contre les mauvais migrants, un présent par rapport à un passé qui est plus glorieux, on va dire. Donc, en ce qui concerne la France, au sein de cet univers d'opposition et de manière générale, on peut dire qu'il y a deux oppositions, des clivages qui sont majeurs. Le français contre les migrants et le peuple contre les élites. Donc, le premier correspond à un clivage d'ordre plutôt ethnoculturel, où on va trouver notamment les arguments de l'incompatibilité culturelle qui conduit à des comportements sanctionnables. Et le second s'inscrit plutôt dans un clivage d'ordre social, où ce sont surtout les considérations d'ordre économique qui sont primordiales. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que malgré ces doubles oppositions, on observe souvent des glissements. Euh, c'est d'où enfin, l'importance des diagonales sur les schémas, qui mélangent donc les cadrages ethnoculturels et sociaux, et on va souvent trouver des discours où les Français, dans le sens de la nation, sont mises en opposition contre les élites et les migrants contre les peuples, les classes populaires. Donc, ce qui nous a aussi étonné, c'est le, les peu, enfin, je disais tout à l'heure que des fois, les discutants s'auto-félicitent. C'est pas très courant, même si on l'a révélé quelques fois, mais c'est pas très courant. En général, il y a très peu d'interactions entre discutants. Hein. On retrouve un peu la problématique de ceux qui parlent de simulacre des dialogues au sein des réseaux sociaux. Un manque de marqueurs émotifs dans les expressions, un rôle important de la ponctuation que Annabelle peut-être reviendra sur ces sujets-là avec beaucoup d'usage de points d'exclamation, de points d'interrogation, enfin voilà.
Et donc ce qui nous amène alors à nous intéresser davantage sur quelques éléments, hem, linguistiques, enfin directement linguistiques et je vais laisser donc, la parole à Annabelle pour continuer. Je vais essayer de faire tourner les diaporamas. Tu me dis Annabelle, chaque fois que D'accord, je tu te dirai. Merci. Donc là, je vais vous parler à présent de certains mécanismes linguistiques de ces discours de haine, en tout cas ceux qui sont les plus récurrents et les plus fréquents dans ces corpus-là, en m'intéressant davantage au rouage discursif, hein, je suis analyste du discours avant tout, qui permet justement d'exprimer une haine ou des haines en discours. Euh, pour que ce soit bien clair, ces discours de haine, ils se posent comme des discours disruptifs par rapport à un discours circulant, un discours qui est lui posé comme toxique, politiquement correct et qui donc est amené à être réinventé ou modifié selon ces discours de haine. Il s'agit de dénoncer pour rejeter, et pour dénoncer, on l'a vu avec l'incitation à une montée en généralité, une incitation à l'action. On rejette aussi l'autre, que ce soit le migrant ou une autre tranche de la population, parce qu'on le stigmatise, on va lui affubler des caractères qui vont être saillants et catégoriques pour lui. Et on va aussi en même temps faire groupe, ça je vais y revenir. Je vais dresser rapidement une typologie des principaux moyens linguistiques qui affleurent dans ces corpus en m'intéressant. Alors, j'ai fait cette bipartition qui est tout à fait discutable parce que l'explicite n'est jamais que explicite. Hein, c'est toujours, il y a toujours une part de, ne serait-ce que par la stéréotypie, une part d'implicite. Mais voilà, pour les besoins de la cause aujourd'hui, j'ai opté pour une répartition binaire entre les procédés qui disaient le rejet et la haine de façon explicite et ceux qui jouaient plus sur des rouages implicites. Alors, je veux bien que tu tournes. Merci. Alors, je vais commencer par les procédés qui disent la haine de façon totalement assumée, lisible, hein, ou voire visible hein, quand il s'agit d'utiliser des photos ou d'autres moyens sémiotiques. Ces procédés, ils tablent sur une forme d'haltérophobie, pour reprendre les propos de l'historien Nicolas Lebourg, hein. Donc là, on va retrouver six grands procédés, hein, des paradigmes désignationnels de façon assez classique, péjoratifs, hein, donc, avec des adjectifs axiologiques. Je vous ai mis quelques exemples ici, donc je ne vais pas tout lire, parce que c'est long et en plus, c'est pas, voilà, c'est une poésie qu'on n'a pas forcément envie de lire, hein, comme l'expliquait Angéliki. On a des métaphores hein, qui tablent sur une déshumanisation de l'autre, hein. Ici, par exemple, le migrant, ça va être le dromadaire avec la stéréotypie qu'il y a derrière, le cafard, etc. On a des métaphores qui, comme vague migratoire, ne sont pas haineuses en elles-mêmes, mais qui permettent d'avoir une métaphore filée qui va se filer au fur et à mesure des interactions qui apparaissent. Alors, la vague migratoire de mémoire, il y a inondation, il y a plein de choses. Donc, ça donne lieu, cette métaphore donne lieu au filage de cette métaphore de façon vraiment haineuse. On a de la même manière le topic de la haine, hein, de la guerre, pardon, avec l'exacerbation de certains antagonismes, hein. Je vous ai mis, par exemple, réfugiés de guerre, non. Guerrier, oui. Donc, on voit qu'à chaque fois, ces métaphores, elles donnent lieu soit à un échange parce que ça fait rire, on reviendra tout à l'heure avec l'humour, ça fait rire dans cette communauté discursive-là, soit au contraire, ça permet justement de reformuler ce discours qui est posé comme toxique, politiquement correct. Et donc là, on va avoir des procédés de reformulation avec ou sans marqueur qui vont permettre de corriger un discours qui est, donc c'est de l'hétéro-reformulation pour reprendre Rossari, hein, un discours qui est circulant, comme ici, souvenons-nous que le terme migrant a été créé pour ne pas dire clandestin, etc. Donc on est là dans une attaque finalement de ce politiquement correct. On va retrouver aussi des jeux de mots donc, qui vont appeler un travail interprétatif de la part du récepteur. On va trouver, comme l'a expliqué Angéliki, de façon très canonique, l'opposition entre nous et eux, donc complètement binaire et manichéenne, mais aussi des on, pour citer Lanfragin, des on à référence floue, hein, donc des on d'assimilation, avec justement cette référence qui est assez partielle et assez amovible en fonction assez plastique en fonction des segments. Et enfin, le dernier élément, là, je vous avoue, on voit, c'est très visible, hein. On voit des éléments ponctuants et des réduplications qui montrent qu'il y a une espèce de bouillonnement de la pensée, une énonciation qui semble déborder de l'énoncé lui-même, hein, comme ici avec l'avion demi-tour gauche repart directement avec 5 avions. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre 5 avions, mais ça montre l'insistance et justement l'exaspération qui affleure derrière. Tout ça pour montrer que ici, dans cette,
pardon, hop, non, c'est juste avant. Pardon. Dans cette explicite, on a l'expression qui fait la part belle finalement à une forme d'expressivité marquée et que les ressorts argumentatifs, finalement, ils relèvent plus du pathos que des arguments qui sont strictement du logos, même s'il y a certains arguments qui reviennent, comme l'a expliqué Angélique. Donc, on est vraiment dans une pathémisation du discours qui favorise le pathos, mais dans la description et aussi dans la réalité, dans l'appréhension de la réalité pour le lecteur, à la fois pour le locuteur, mais aussi pour le lecteur. Merci. Le deuxième angle, c'est celui de l'implicite, du rejet implicité. Donc là, il s'agit d'escamoter pour disqualifier et pour éviter hein, surtout la modération et puis de tomber sous le coup de la loi quand on a des propos injurieux, racistes ou antisémites. Hein. Donc là, on se rapproche de ce que Beder et Constantino ont appelé les discours de haine dissimulés dans un numéro de Semen. Donc, on est vraiment dans des rouages d'implécitation qui vont se fonder sur des mécanismes d'inférence et aussi de dialogisation du discours, dialogisme interdiscursif ou interlocutif, on va on va y revenir. Donc là, on peut relever trois grands procédés. D'abord, celui de suspendre et énoncer. Alors, je vous ai mis en jaune les points de suspension. On voit bien qu'il n'y a pas que trois points de suspension. Hein. Ça peut être 3, 5, 15, 20 points de suspension. Donc, il ne s'agit pas simplement de poser que l'énoncé est interrompu provisoirement, mais bien de montrer qu'il y a une tension entre ce qui est dit ou ce qui peut être dit et ce qui n'est pas totalement dit, mais qui est quand même présent par les points de suspension. Donc là, on a vraiment un procédé d'ellipse qui tend finalement à avoir une composante de litote aussi, parce qu'on on sous-entend qu'il y a un discours qu'il appartient au récepteur de reconstruire. Le deuxième procédé, c'est d'activer certaines mécaniques désignationnelles, justement, qui ne sont pas aussi explicites que tout à l'heure avec Cafard, par exemple, mais qui vont jouer soit sur la sous-détermination, comme toujours les mêmes, hein, on sait de qui on parle, ils sont toujours, ils viendront quand même, etc. Donc, les ils sont référents de Kléber, hein, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. Donc, les mêmes. On a aussi des procédés comme la troncation, les apocopes, N-word, BG ou J pour juif, etc. Bon. On a des détournements avec certains échos d'interdiscursifs, comme les chances. Rappelez-vous, hein, l'immigration, une chance pour la France dans les années 80-90. Le segment Les chances, ça revient très, très régulièrement. On a Kevin et Matteo beaucoup plus récemment aussi depuis les émeutes de l'an dernier et les discours de Gérald Darmanin. Donc on a pas mal de procédés comme ça que certains chercheurs appellent des dog whistles, hein, des appels du pied, donc qui permettent justement de reparamétrer sémantiquement certains segments qui existent hein, à part entière, mais qui sont réappropriés avec une dimension sémantique et pragmatique complètement différente, ou en tout cas assez différente pour pouvoir véhiculer un discours de haine. Et enfin, des glissements métaphoriques hein, ou métaleptiques, comme en 6 ou 7 ici. Donc, la chasse au marcassin, il faut comprendre. Donc, ça, c'était dans un corpus d'ultra-droite. La chasse au marcassin, c'est les ultra-droites qui vont taper des lycéens musulmans à la sortie du lycée. Donc, voilà, il faut comprendre que marcassin, c'est cochon, cochon sauvage, etc. Et donc, faire reconstruire finalement tout le fil de la métaphore ici pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, ça demande de la part du récepteur tout un travail, un soin interprétatif, hein, pour reprendre Karakani, pour comprendre ces métaphores. Et ensuite, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on y adhère ou pas, il y a quand même un humour ici, un studio qui apparaît, hein, donc soit par l'ironie, je vous ai mis ici quelques éléments en bleu, soit par du sarcasme. En tout cas, au sein de cet groupe, au sein de cette communauté discursive, ces procédés sont clairement posés comme étant humoristiques. Donc, pour résumer, il y a une énonciation qui est clairement disqualifiante et stigmatisante parfois et polarisante. Donc, on est dans un discours qui est haltérophobe. L'alter, il peut être extrêmement différent, comme l'a dit Angélique. Donc, il s'agit de produire du rejet pour un membre ou des membres d'exogroupes. Et à côté de ça, ben, c'est un exogroupe, on va aussi construire ou co-construire un endogroupe avec une énonciation qui est fédératrice et pathémique hein, et qui justement table sur une forme de connivence discursive, en tout cas construite en discours pour comprendre ces rouages-là. Donc on passe d'une énonciation qui dénonce vers une énonciation qui est finalement idéologisée et qui va contribuer à idéologiser, ça je vais y revenir juste après, les discours par le biais de certains de certains mécanismes pardon, dialogiques.
Donc, tout ce rejet, finalement, il s'appuie sur un déjà là, qui soit prédiscursif ou infradiscursif, hein. Je recommence par en haut. On a déjà le cadre de communication, hein, dont on a déjà parlé, le cadre générique, le fait que ce soit des forums avec la modération qui peut surgir à chaque instant et qui est vécu très souvent comme une censure, hein, de la part de ses locuteurs. On a aussi le facteur du contexte et du contexte, hein, avec les stéréotypes qui peuvent survenir, les représentations cristallisées qui apparaissent dans de l'interdiscours ou qui proviennent de l'interdiscours. On a les valeurs socioculturelles qui sont sous-jacentes et qui permettent justement de cimenter cet endogroupe, hein, et de rejeter l'autre, hein, donc soit par des valeurs morales, éthiques ou citoyennes. Il s'agit de protéger, nous, la France, nos valeurs, etc. Et enfin, le ciblage du lecteur qui doit décrypter, interpréter et co-énoncer finalement ces segments. Donc, pour terminer, il y a certes un discours de haine et de rejet, un discours qui peut être catalogué, Axel va en parler, de toxique, mais il s'agit aussi finalement d'avoir une forme de montée pardon, en généralité et de consolider une communauté discursive en construisant un paradigme idéologique discursif dans lequel s'inscrit le locuteur, certes, mais aussi en filigrane par justement le travail inférentiel qui est amené à faire, à inscrire l'allocuteur. Là, je vous ai mis deux exemples, deux illustrations qui viennent du collectif anti-migrants Sauvons Calais. Et donc, on a la deuxième qui est bon, clairement explicite. On voit bien les réfugiés qui sont donnés comme fuyants, nombreux, etc. Donc, on est vraiment dans la stéréotypie. Et en haut, une image beaucoup plus bucolique, mais qui renvoie quand même Calais aux Calaisiens avec tous les échos qu'il peut y avoir avec un énoncé comme celui-ci, les parallèles qu'on peut reconstruire ici, donc de façon beaucoup plus implicite. Donc, ces discours, ils sont intéressants du point de vue de leur fonctionnement parce qu'ils sont non seulement politisés, certes, mais ils sont aussi politisants. Et ils ne fonctionnent pas, en tout cas, ils n'ont pas du tout la même valeur s'ils fonctionnent tout seuls. Si c'est juste un locuteur qui est haineux et qui produit un discours contre un migrant ou contre un juif ou contre un homosexuel ou que sais-je, ben, ça fonctionne beaucoup moins bien du point de vue de leur efficacité pragmatique, si j'ose dire, si le discours est isolé. Ces discours, ces énoncés, par nature, ils ont vocation à s'inscrire dans un paradigme discursif, idéologique, de reconnaissance et qui permet justement de consolider le rejet de l'autre. Oui, Angélique, merci. Et c'est pour ça que les sujets qui sont en lien avec la justice et la sécurité, comme là, ces derniers jours, en France, dans l'Essonne, la lycéenne qui a été tabassée à la sortie du lycée ou du collège, je ne sais plus, ça va engendrer énormément de propos négatifs parce que justement, on sort d'un cadre du collège ou du lycée pour monter en généralité et en faire finalement un fait d'actualité, mais aussi un fait social et pas simplement un fait divers. Donc, c'est tout ce rapport finalement à la politisation qu'il y a derrière qui est intéressant aussi, qui se met en place à travers ces niveaux discursifs du dire. Merci Annabelle. Et donc, Euh, je laisse la parole à Axel. je vais continuer sur la politisation du discours de haine et justement ce lien des discours de haine avec l'actualité et comment est-ce que le discours de haine est utilisé comme une arme politique pour imposer son cadrage. L'idée vraiment ici, c'est de se dire que le discours de haine n'est pas simplement un discours réactif ou un discours du moment, mais qu'il est inscrit dans une stratégie plus globale de politisation de l'actualité pour exprimer un refus de la migration. Ça s'inscrit totalement dans l'étude des réseaux sociaux et l'importance de la visibilité, où on sait que plus un message est négatif, plus il va avoir tendance à générer de la shareability, de possibilité d'être partagé. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parcourir 4 gestes qui sont très utilisés au sein des discours de haine contre les migrants et de voir comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans une stratégie politique. Donc, le premier geste, c'est la polarisation de l'espace public où il va devenir important pour ceux qui produisent du discours de haine de montrer qu'ils sont seuls face à un adversaire. Adversaire qui est celui des autres,
des bien-pensants qui, là, dans le cas des événements de Saint-Denis, lors de la finale de la Ligue des Champions, où les supporters anglais n'avaient pas pu entrer dans le stade, vont être la NUPES et la LREM. Ces deux camps sont le camp du mal, qui laisse tout seul le camp des anti-migrants qui, eux seuls, détiennent la vérité. Et cette vérité, il va falloir être capable de la visibiliser, de la mettre en avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque nouvel événement, à chaque nouveau fait médiatique, on va avoir cette politisation de l'actualité sous l'angle d'un refus de la migration. Et on le retrouve à chaque fois. Et si tu peux passer, Angeliki, ce qu'on voit, c'est que on a une idéologie politique qui se lie à un technodiscours. Il y a une très grande importance du technodiscours dans la pratique des anti-migrants, où ils vont essayer de partager le climat anxiogène de la haine. Ça va être possible notamment par la création de hashtags. Donc là, je vous ai mis l'un des hashtags les plus utilisés de 2018 à 2020, qui va être la racaille tue, qui va être un hashtag qui va permettre d'indexer tout nouveau fait divers à une ligne, une chaîne historique des agressions que subirait le peuple français. Euh, il y a bien cette stratégie de faire qu'il n'existe pas des faits divers, mais il existe un danger migratoire. Et c'est l'invention que va mettre en avant Éric Zemmour avec le néologisme francocide. Il faut montrer la réalité du danger migratoire par cette possibilité d'une montée en généralité, d'une indexation à chaque fois d'un nouveau fait. Et on va donc le voir avec le francocide et avec toute une série de faits. Et ce qui est aussi intéressant de noter dans cette slide-là, c'est le fait que on voit qu'il y a deux leaders politiques très connus, donc Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui utilisent ces expressions, qui utilisent ces faits pour ensuite les répandre et créer ce climat de haine qui va être intensifié dans les réponses. Alors, le troisième geste, c'est donc de participer à cette indexation de la réalité, cette montée en généralité, en créant des visuels et une histoire des agressions qu'auraient subies les Français. Donc, on va dramatiser ce réel, mais par des visuels qui permettent d'être vus et de gagner en visibilité. Ce qui témoigne d'une professionnalisation du camp de la haine anti-migrante, où on a vraiment des techniciens de la haine qui savent faire des photomontages qui s'expriment sur les réseaux sociaux. On se tisse peu à peu une histoire des agressions et où ces appels faits par Samuel Lafont ou Éric Zemmour dans cette slide-là vont laisser la place à la mise en place finalement d'un journalisme citoyen, en tout cas de témoignages de plus en plus importants où vont être produits des vidéos décontextualisées où il s'agit de reporter un vrai du danger migratoire. Et de plus en plus, dans cette communauté, va se naître l'idée que la vérité est cachée et qu'il faut la révéler, et la révéler par une pratique de l'authentique et non plus du véridique. Et l'authentique passe par le témoignage vidéo. Et on peut voir dans la slide d'après la façon dont cette construction de vidéo est faite. Donc cette vidéo, elle est extraite des Faflix qui ont été publiés au début de l'année par Street Press, qui reprend des extraits de la division Martel. Et la division Martel est ce qui a remplacé, ou au moins en partie, Génération Identitaire. Ils ont envie de créer un visuel pour les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter comment est-ce qu'ils préparent ce visuel. Alors, je ne sais pas, j'espère que ça va être écouté parce que je ne sais pas si je dois faire quelque chose. Bon, je fais une première tentative. Si on dit un verre tout le temps, on gagnera jamais, on va juste se faire piétiner la gueule. Ah non, mais on s'en fout. Dans la rue, si on en croise, évidemment qu'on va se mettre un 30 sur eux, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que vu que c'est filmé,
si en plus on peut montrer qu'on n'est pas à 10, ça va être un plus pour le camp, enfin pour notre camp. Bon, 1v1, il se fait sauter sa mère. Vas-y, quand la vidéo elle est finie, il prend deux, trois petits coups de pied par la tronche de la part de tout le monde, histoire qu'on n'ait pas fait le boulot pour rien. Pas d'accord, en fait, il faut plus qui mettent les gens, tu vois, dans les deux camps, dans le nôtre et chez les ennemis. C'est un truc vraiment très très humiliant, pas juste, ouais, on tape et on filme, tu vois, on se aussi. On le met en sang, tu vois, on met sa gueule en sang, on le met devant la caméra, on lui fait dire des trucs de ouf, tu vois. Faut que ça marque les gens, en fait. Faut voir lequel téléphone a la meilleure qualité. Je pense que je vais vous filer le mien, parce que le mien, il a un truc sympa qui fait que ça évite tu sais, genre quand ton téléphone il bouge trop, bah ça fait que de vibrer. Après, sur la caméra, c'est chiant. En fait, le mien, il a pas. Donc, on va aller jusqu'à s'interroger sur sur le stabilisateur qui existe ou pas sur notre iPhone, sur comment mettre en place une scénographie des Français agressés par les migrants. Et c'est bien cette idée que les vidéos et les photographies amateurs deviennent des armes pour exposer un réel tronqué qui doit soutenir, nourrir une idée. Cette professionnalisation, elle se renforce, elle s'exprime surtout par la réactivité de cette communauté. On dirait. Et si on s'intéresse aux exemples d'Annecy, donc Annecy, l'an dernier, vous avez une attaque qui est perpétrée sur le Paquier, donc la bande d'herbe devant le lac. Et à 10h01, le préfet de Haute-Savoie signale cette attaque plutôt, et pendant 2 heures, vous allez avoir 1952 tweets qui vont être publiés. Si on s'intéresse à ces tweets et on essaie de les classifier, on voit que se détachent trois grandes communautés. Une première communauté qui va être celle remplie par les comptes d'information. On va retrouver tous les médias classiques qui vont annoncer qu'il y a une attaque en cours à Annecy. On voit très rapidement émerger une deuxième communauté qui est ici représentée par Damien Rieu, donc le tweet du bas, qui est celle de l'accusation et de l'interpellation. On va accuser le camp d'en face d'avoir caché et finalement permis cette attaque. Et enfin, on va avoir une troisième communauté qui va se manifester, qui est celle qui va faire le lien entre migration et l'attaque, et qui va utiliser les hashtags précédemment décrits. Et donc, dès le début, dès les 2 premières heures, vous avez une communauté qui est capable de se mobiliser et d'imposer son cadrage en 2 heures, ce qui nous amène à dire que la vérité, on tente d'imposer sa vérité par sa visibilité et d'imposer un cadrage de la réalité que les médias ne peuvent plus oublier puisqu'il est devenu tendance sur d'autres réseaux. Donc, cette politisation, finalement, elle se résume dans l'inscription du discours de haine comme une arme au sein de la guerre de l'information, où il est nécessaire, par ce discours, de faire scandale pour être visible et forcer un cadrage négatif de la migration. Alors, s'il fallait faire une synthèse de nos travaux, on pourrait déjà dire que le discours de haine, il s'inscrit dans un contexte de présentation de la migration sous l'angle de la crise et qu'il est vraiment témoin de ce contexte-là et qu'il bénéficie d'une présentation du migrant principalement sur la figure de masse et donc comme quelque chose qui pourrait faire peur. Le discours de haine donc, va renforcer les polarisations de la société et ne pas mettre en place un espace de dialogue. Sur les réseaux sociaux, en effet, on constate que les discours de haine vont plus s'accumuler, s'additionner, plus que dialoguer entre eux. Et enfin, quelque chose qui nous a toujours marqué, au moins au niveau de ces discours de haine, c'est l'absence de la voie migratoire au sein de l'ensemble du discours sur la migration. Le migrant n'est pas là et il ne parle pas. Donc il y a vraiment cette bataille entre visibilité du discours de haine et invisibilisation du migrant, en quelque sorte. Pour vous parler de la perspective donc franco-allemande qui a été le cas dans lequel on a mené les travaux, on remarque donc
plus grande radicalité des discours en France et avec des références historiques qui diffèrent et un usage plus facile de la période 45 pour la France. Ce qui est surtout important de retenir, c'est l'importance d'étudier ces discours de haine en contexte et qu'ils ne peuvent être compris que par les références culturelles. Enfin, sur la pandémie et l'importance de la pandémie, il y a quelque chose à noter qui est que si la pandémie a fait baisser les flux migratoires mondiaux, on remarque une baisse des flux migratoires, ça n'a pas pourtant amené une baisse des discours de haine. Et donc, on aurait un décalage entre la réalité et les représentations présentes dans le discours de haine. Et j'enchaîne tout de suite sur la suivante pour répondre. Donc, à la fin de cette étude, la question de haine, de discours de haine, elle reste toujours quelque chose de problématique pour nous, puisque il est toujours difficile de définir avec précision ce qu'est la haine. Pourtant, on n'a pas abandonné le terme de discours de haine, puisque c'est le terme qu'utilisent les législateurs, que ce soit en France avec la loi Avia ou en Europe avec le DSA-DMA. C'est important d'utiliser le même terme que les acteurs législatifs, politiques. Mais c'est vrai que c'est un terme qui est complexe. Si on s'intéresse aux politiques de modération, on voit que les incitations à mort, les incitations à créer un crime, elles sont rapidement bannies et modérées par les plateformes. Ce qui reste, c'est ces schémas de pensée, ces appels à la haine. Donc tout ce qui flirte finalement à la frontière entre discours de haine et liberté politique, liberté de parole. On est donc vraiment dans un cas difficile où qui est-ce qui tranche et comment est-ce qu'on peut trancher entre ce qui est un discours de haine et ce qui est le droit d'exprimer sa parole. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette critique, on l'observe aussi quand on travaille sur les discours de haine avec les étudiants, sur la difficulté qu'ils ont à modérer la parole. C'est souvent des surmodérateurs, mais on observe que dans la plupart des cas, ils ne sont pas d'accord sur les discours à modérer et ceux qui ne sont pas à modérer. Et donc, on a bien cette difficulté à avoir des critères stricts de ce qu'est la haine et ce qu'elle incarne. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci Angéliki, Annabelle, Axel pour cette très, très riche présentation. Je suis sûre que